Bonsoir et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. C'est vendredi et le vendredi, vous vous dites où est Charlie? Je suis là. Mais le vendredi, puisque Chaque Voix compte, c'est à vous que l'on donne la parole directement. Autour de moi ce soir, des étudiants, des enseignants, des travailleurs sociaux, des grévistes, des non-grévistes. Je voudrais d'abord tous vous remercier d'être là sur le plateau de Chaque Voix compte à l'Assemblée nationale pour échanger et pour débattre avec 3 de vos représentants, 3 députés avec nous ce soir. Thomas Lam, député Horizon des Hauts-de-Seine, bonsoir et merci d'être là. Sarah Legrain, députée La France Insoumise de Paris, bonsoir, merci d'être avec nous. Et Thomas Ménager, député RN du Loiret, bonsoir. Merci d'être là. Vous allez pouvoir leur poser vos questions, leur dire vos préoccupations. On va se parler, on va s'écouter, on va se respecter et on va essayer, pourquoi pas aussi, d'avancer. Avec moi aussi ce soir, il y a Anna Kamana. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir Annie. Merci d'être là. Et Wally Bordas, journaliste politique au Figaro. Vous publiez cette semaine chez Robert Laffont Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable. Merci Wally d'être avec nous ce soir dans Chaque Voix compte. Tout de suite, c'est le sommaire avec à la une le jour d'après, au lendemain des manifestations qui ont rassemblé entre 500 000 et 1 million de personnes dans toute la France. Les syndicats donnent finalement 5 jours à Sébastien Lecornu pour répondre aux revendications. Mais quelles revendications? La mobilisation d'hier n'avait pas de mot d'ordre précis. Nous verrons ce que demandent les syndicats et ce que vous, ici, en plateau, vous attendez aujourd'hui. Sébastien Lecornu poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement. Il a promis, vous le savez, une rupture. Et il a lui-même parlé du décalage entre la vie réelle et la vie politique, alors que la défiance à l'égard des politiques, justement, atteint des niveaux inédits. Comment retisser ce lien? Eh bien, on va essayer ce soir. Et puis, à suivre aussi un exemple de colères enterrées, les cahiers de doléances. Vous vous souvenez, ces cahiers nés du grand débat citoyen post-Gilets jaunes? Eh bien, ils dorment désormais aux archives nationales, départementales ou municipales, faute d'avoir été numérisés. Nous sommes allés les consulter et nous en parlerons avec vous sur ce plateau. Voilà pour le menu du soir. A priori, puisque cette émission, c'est d'abord vous qui allez la faire. Chaque voix compte en public. C'est parti. Et maintenant, on fait quoi? C'est cette question que beaucoup se sont posées ce matin au réveil, que ce soit les syndicats, les manifestants ou les responsables politiques. Que faire de cette colère qui souffle sur la France et qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes hier et la semaine dernière dans tout le pays? Que faire alors qu'il n'y avait pas de mot d'ordre précis pour ces manifestations? Première question à mon public ce soir. Qui parmi vous est descendu dans la rue hier? Ça fait quand même quelques personnes. Je vais vous donner la parole. Je crois que vous êtes Judith, c'est ça? Oui, c'est cela. Vous avez manifesté hier où ça? Et pour quelle raison? Alors, j'ai manifesté à Paris. Je suis enseignante et je suis également syndicaliste, cadre à la CFDT. Et j'ai donc répondu à l'appel d'ordre de mon syndicat. J'ai manifesté en intersyndical. Tout d'abord contre le projet du budget qui avait été proposé par le gouvernement précédent. Et parce que, en fait, alors nous étions 1 million hier dans la rue, et nous étions 1 million parce que, en fait, ça fait quand même quelques temps déjà que le dialogue social est complètement évité, qu'il n'y a pas de dialogue social avec le gouvernement, que le débat à l'Assemblée nationale est souvent détourné et il n'y a pas moyen, en fait, de construire un débat, un dialogue qui permet de faire entendre les intérêts des uns et des autres. Les décisions sont prises sans cette concertation qui est absolument incontournable. Et en fait, il est temps de faire entendre notre voix. Et c'est dans la rue qu'on l'a fait entendre, à défaut de pouvoir la faire entendre dans les instances de dialogue social que nous espérons voir se mettre en place, puisqu'aujourd'hui, il y a eu un communiqué de l'intersyndicale avec 6 revendications, une date le 24 septembre, et nous attendons des réponses. Et la réforme des retraites qui est passée après 14 manifestations par un 49.3, fait partie de la 5e des revendications, l'abrogation de la réforme des retraites. Comme quoi, ces réformes passées de façon
finalement autoritaire et violente d'une certaine façon, ne passe pas. Continue. Alors, c'est parfait parce que Judith a très bien posé le cadre du début de notre débat. C'est vrai qu'il y a une intersyndicale qui s'est réunie dès ce matin. Est-ce que d'abord l'un d'entre vous a tout de suite envie de répondre à Judith? Moi, j'ai envie de la féliciter parce que je sais que faire grève n'est pas une partie de plaisir, que ça fait perdre du salaire, que descendre dans la rue n'est pas une partie de plaisir quand on a peur parfois de la répression qu'on peut prendre dans la figure aussi. Et aussi lui dire qu'elle n'est clairement pas seule, parce que vous étiez 1 million et qu'il y a une très forte colère dans le pays. Et je pense que vous êtes du côté de la majorité sociale qui s'exprime dans le pays. Donc je pense que c'est ça qu'il faut entendre. Donc l'intersyndicale s'est réunie ce matin et elle a donc posé un ultimatum au Premier ministre en lui donnant jusqu'à mercredi prochain pour répondre aux revendications et derrière peut-être une nouvelle journée de grève à venir. Clément Perrault. Hier soir, alors que la journée de mobilisation sociale se termine, Matignon publie ce communiqué du Premier ministre. Je recevrai à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent. Un pas vers les partenaires sociaux, mais pas d'agenda précis. Sébastien Lecornu veut prendre son temps et ne se fixe pas de date limite. Les organisations syndicales vont le faire à sa place. Ce matin, elle lui lance un ultimatum de 6 jours. Si d'ici le 24 septembre, il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Parmi les revendications, l'abandon de l'ensemble du projet de budget, la suppression de la réforme de l'assurance chômage et l'abandon de la retraite à 64 ans. Alors que son Premier ministre est sous pression, le président de la République, lui, se tient toujours à l'écart. Ce matin, il visitait les tours de Notre-Dame dans le cadre des Journées du patrimoine. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Anna Cabana, mais je me tourne d'abord vers nos 3 députés ce soir. Qu'est-ce que vous retenez du message qui a été envoyé hier par les Français? Thomas Ménager. Au-delà des personnes qui étaient très nombreuses dans la rue, il faut voir quand même qu'il y a aussi toute une majorité silencieuse, des gens qui n'ont pas pu aller manifester, mais qui partagent en fait les revendications, les demandes, qui sont multiples, mais qui tournent quand même toujours autour du même sujet, qui est de la justice sociale, de reconnaître quand même l'effort des Français, qui sont déjà soumis à des fortes difficultés en matière de pouvoir d'achat, à qui on demande de travailler encore plus, à qui on a failli demander de travailler 2 jours fériés gratuitement. Ça y est, ça s'est abandonné. Oui, c'est abandonné, mais il faut comprendre que, et Madame Judith disait tout à l'heure un élément important. C'est vrai que je pense que la question des retraites et le passage en force qu'il y a eu maintenant il y a près de 2 ans, c'est aussi une blessure. De la même manière que 2005, quand il y a un référendum, on demande l'opinion des Français, n'est pas respecté quelques années par la suite. Quand il y a le traité de Lisbonne qui est passé en force en fait contre l'avis du peuple par Nicolas Sarkozy. À chaque fois que le peuple s'exprime dans la rue, qu'il y a parfois aussi une majorité, il y avait une majorité contre cette réforme Borne à l'Assemblée nationale et qui a eu ce passage en force avec le 49.3, je pense qu'on met des coups de poignard dans ce lien de confiance entre les élus et entre ce que certains considèrent comme les élites, mais les élus et le peuple. Et demain, je pense que, et ça doit nous questionner aussi tous sur la question par exemple des retraites, moi j'ai porté pour mon groupe le 31 octobre dernier un texte d'abrogation pour le Rassemblement national. Moi, je regrette que certains ne l'aient pas voté. Moi, j'ai toujours voté, par exemple, les textes d'abrogation qui venaient de ma collègue de gauche. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser aussi un certain nombre de clivages, parce que sinon, on y perdra tous. C'est ça ce qu'il faut comprendre aussi. Tous les élus, aujourd'hui, si on continue comme avant, on va perdre la confiance et tous nous serons emportés de la même manière. Thomas Lam, vous voulez lui répondre? Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille changer la méthodologie. Aujourd'hui, on a une assemblée qui n'a pas de majorité. Moi, je n'ai pas connu d'assemblée majoritaire comme parlementaire. Je suis arrivé en 2024, donc je m'adapte. Après la dissolution. Voilà, exactement. Je m'adapte. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à trouver un chemin avec toutes les personnes qui veulent mettre en avant l'intérêt général et l'intérêt de notre pays. Trouver un chemin, discuter sur tous les sujets. On peut parler de tous les sujets, la retraite. Tout est envisageable. Il faut se mettre autour de la table. Mais pour ça, il faut arrêter peut-être de changer de gouvernement tous les 6 mois. Il faut pouvoir avoir une stabilité, pour avoir des interlocuteurs qui sont stables et pouvoir discuter de manière franche dans la durée et essayer de trouver des solutions ensemble. Si tous les 6 mois, on change de gouvernement, on change d'interlocuteur, on essaye de mettre le bazar ou de faire voter des abrogations, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut que les gens responsables s'assoient autour de la table, se mettent à discuter et qu'on essaye de trouver des solutions tous ensemble.
Sarah Legringe, vous voyez ouais, je pense que c'est un peu compliqué de dire ça. Après 8 ans de macronisme, on a pu voir que la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, ça a été de s'essuyer absolument les pieds sur à la fois l'Assemblée nationale avec les 49.3 successifs, 23 sous Elisabeth Borne, je crois, et puis aussi sur les mobilisations populaires, l'expression de la mobilisation populaire, que ce soit dans la rue, les mobilisations massives sur la retraite à 64 ans, évidemment, on y pense, mais aussi le vote, tout simplement. Je rappelle qu'il y a 1 an, Emmanuel Macron a dissous et qu'il n'a pas respecté le résultat des élections. Donc quand vous dites qu'il faudrait arrêter de changer de gouvernement tout le temps, en fait, il faudrait surtout arrêter de mettre tout le temps les mêmes. Parce que quand ils sont battus aux élections, c'est pas normal que ce soit les mêmes qui reviennent, et y compris pour faire la même politique. Parce que venez m'expliquer là que M. Lecornu, qui est dans les gouvernements de M. Macron depuis 8 ans, a été mandaté pour faire une politique différente de celle de M. Bayrou, alors qu'il nous explique qu'il va renoncer à 2 jours fériés, mais que tout le reste, visiblement, reste encore en l'état dans le budget. C'est pas crédible pour les Français. Et je crois que le message d'hier est assez clair sur le fait que c'est pas entendable, en fait, de simplement dire oui, on va essayer de commencer à discuter, et qu'il faudrait peut-être juste commencer à essayer d'écouter ce que disent les Français avec les moyens qui sont les leurs. Ce sont des droits constitutionnels, la grève, la mobilisation et le vote. Monsieur, on vous écoute. Il faut lui donner un micro. C'est mieux. Bonsoir, Charles Ngandi, agent cadre de la fonction publique. J'ai une question parce que donc, 2 députés ont évoqué plusieurs fois les 49.3 ou le traité de Lisbonne comme des coups de poignard, en tout cas des moyens qui ont eu un effet pervers sur le lien entre les élus, la nation et le peuple. Ma question est la suivante, est-ce que vous ne pensez pas que les représentants, les élus que vous êtes, n'êtes pas plus à même de savoir ce qui est bon pour l'avenir de la France que le peuple lui-même? Qui veut répondre à Charles? Je ne crois pas qu'on ait la science infuse. On apprend tous les jours comme tout le monde. Alors, évidemment, quand on se fait élire, on a un programme et on a une feuille de route. Mais ensuite, effectivement, on peut, je pense qu'on est tous, quel que soit notre bord politique, sur le terrain, à la rencontre des gens. Moi, je suis au quotidien dans ma ville, je rencontre du monde, les associations, les gens qui veulent me voir, mais aussi le tout venant sur les marchés quand je fais mes courses, quand j'amène ma fille à l'école. Je discute avec les gens et j'essaye de comprendre leurs attentes, qu'est-ce qui convient aujourd'hui dans ce que nous faisons, qu'est-ce qui ne convient pas. On peut toujours évoluer sur des choses, même si on a un corpus idéologique et un programme sur lequel on a été élu. Il est toujours possible de changer, d'écouter en fonction de l'actualité et des attentes des gens. Ça, c'est tout à fait possible, oui. Après, pour vous répondre, la 5e République, elle est faite pour que ça s'exerce par la voie des représentants et par la voie du référendum. Je pense que les deux sont possibles. On ne peut pas faire des référendums tout le temps, bien entendu. Je pense que vous seriez le premier à en avoir marre si tous les week-ends, il fallait aller voter. Ça, c'est notre boulot. C'était aussi l'usage intempestif du 49.3 qui a fini par briser ce lien, peut-être, entre... Moi, je pense que ça sera un décalage. Je laisserai ma collègue après répondre. Moi, je pense que le 49.3, il doit exister dans la Constitution pour le budget. Pour un certain nombre de cas où il faut qu'on ait un budget, il faut que ça avance. Et il faut parfois, c'est un outil constitutionnel qui a quand même un intérêt. S'il y a un moment de blocage, il faudra bien un budget. Par contre, l'utiliser sur des réformes d'ampleur comme la question des retraites. L'utiliser quand pourtant il y a une minorité à l'Assemblée nationale qui est pour, quand il y a une majorité de personnes qui sont opposées dans tous les sondages et dans la rue. Là, il faut qu'il y ait une utilisation qui soit modérée, qui soit intelligente. Parce que si c'est au final utiliser le 49.3 comme un doigt d'honneur indirect, en disant causez toujours, ça m'intéresse, on s'en fout, on peut passer en force, là ça se passe pas bien et ça crée du ressentiment, de la défiance. Par contre, dans des situations exceptionnelles, quand il n'y a pas de majorité, quand il y a besoin, le 49.3, il existe avec une possibilité de censure. Donc on a quand même, nous, la possibilité, quand il y a un 49.3, d'empêcher le passage en force pour le budget. Donc c'est une question qui doit être raisonnée, raisonnable de l'utilisation, pour moi, de ce 49.3. Et elle a été aujourd'hui utilisée à tort dans de nombreux cas. Bon, en tout cas, Sébastien Lecornu a promis une rupture sur la forme et sur le fond. Il avait souligné aussi, vous vous souvenez, lors de la passation de pouvoir avec François Bayrou, le décalage entre la vie réelle et la vie politique. Ce décalage, le Cevipof le mesure chaque année avec son baromètre de la confiance politique, qui devrait plutôt s'appeler un baromètre de la défiance, tant elle est aujourd'hui à un niveau qui n'avait jamais été mesuré. Décryptage signé Thibaut Hennock et on en parle ensuite. Sur les ronds-points, il y a 10 jours, n'attendons rien d'un gouvernement qui prétendrait représenter les travailleurs. Ou dans les cortèges de manifestants hier, un point commun, un fort sentiment de défiance s'exprime en France.
D'après une récente étude, seuls 26% des Français ont confiance en la politique, le niveau le plus bas jamais mesuré, un chiffre qui nous distingue de nos voisins européens. Une France en plein divorce entre citoyens et élus, le phénomène a été illustré par le mouvement Bloquons tout de Limoges. J'en ai marre de ce qui se passe dans les hautes sphères et des privilèges. À Rouen. On galère pour remplir le frigo et les mecs qui s'achètent des sièges à 40 000 balles, ça refait un bureau. Non mais voilà, il faut voilà. La liste des griefs est longue. 83% des Français estiment ainsi que les politiques ne prennent pas en compte leur avis. C'est ce non-respect des votes, c'est cette impression de ne pas être écouté par les classes politiques. C'est de plus en plus difficile d'ignorer que le gouvernement nous ignore en fait. Plus grave, pour 74% des personnes interrogées, nos dirigeants sont corrompus. On a un gouvernement qui est pourri, complètement pourri, il y a des corrompus là-haut et le peuple il meurt. Donc maintenant il faut faire quelque chose. En haut de l'échelle de la défiance figure le président de la République, suivi du gouvernement. Mais les partis politiques dans leur ensemble sont décriés. Seuls 16% des Français disent leur faire confiance. Dans ce concert de critiques, cependant, une nuance. La défiance décroît à mesure que le pouvoir se rapproche des citoyens. 61% des Français ont ainsi confiance en leur maire. Ah tiens, j'ai envie de vous poser une question. Qui parmi vous a déjà parlé directement à son député? À part aujourd'hui, bien sûr. Judith, et c'est tout. Personne. Et dans les manifs, vous rencontrez les députés. Mais qu'est-ce qui vous a rendu méfiant à l'égard de la classe politique, comme on le voit dans le reportage? Frédéric, on vous écoute. En fin de compte, voilà, les partis politiques, ils font de la politique pour leur parti et on voit la déconnexion totale, notamment à un moment, quand les Français ont pris l'inflation de plein fouet. En fin de compte, vous êtes tous augmenté vos avances de frais de mandat de 300 €. Je veux dire, ce signe-là, je veux dire, les gens, ils ont du mal à finir les fins de mois, ils ont du mal à manger, à se chauffer. Et il y a des gens qui sautent des repas, et voilà. Et quand on voit tout ce qui se passe, pourtant il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont été au pouvoir, et on voit par exemple les services publics, c'est la catastrophe. Et qui c'est qui en subit les conséquences? C'est nous. On attend 8 heures aux urgences. Vous attendez pas 8 heures aux urgences, hein, ou les grands patrons non plus n'attendent pas 8 heures aux urgences. Tout est démantelé. Et voilà, et au bout d'un moment, c'est pas acceptable. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver des médecins. Je veux dire, voilà. Et on sent que y a de l'argent, il y a énormément d'argent, sauf qu'il n'y a pas un rapport de force nécessaire pour faire changer les choses. Et c'est par la grève, comme les anciens l'ont fait, qu'on peut avoir quelque chose. Parce que quand on sait qu'il y a 211 milliards d'euros qui sont donnés par an à des entreprises privées sans contrepartie, sans étude d'impact, on se dit, on se fout vraiment de nous, quoi. Vous parlez du versement des aides publiques aux entreprises, dont on a parlé hier dans Chaque Voix compte. Qu'est-ce que vous répondez à Frédéric? Parce que là, il souligne le décalage dont parlait Sébastien Lecornu la semaine dernière entre la vie réelle et la vie politique, sur les 8 heures d'attente aux urgences, sur la casse du service public. Moi, j'ai envie de lui répondre, ça me permettra aussi de répondre à l'autre question à laquelle je n'ai pas pu répondre, sur pour qui est-ce qu'on fait de la politique. Et moi, je suis convaincue que vous venez de dire faire la politique pour les partis. Si, en fait, c'est ça l'impression que les gens ont, évidemment, c'est la catastrophe. Faire la politique pour soi, alors ça, c'est encore pire, hein, en profiter pour se gaver. J'en profite pour dire que nous, on était opposés à cette augmentation des frais de mandat parce qu'on trouvait ça complètement incompréhensible dans ce moment-là d'inflation. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, faire de la politique, c'est suivre l'intérêt général. Et donc, quand vous disiez, est-ce que vous n'êtes pas, vous, mieux placé, mieux informé pour savoir quoi faire, moi, j'ai envie de vous dire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pense que la mobilisation d'hier, la mobilisation du 10 septembre, ce que vous dites, monsieur, mais aussi ce que dit, du coup, le sondage que vous citez, qui dit quand même qu'il y a aussi que 23% de confiance dans le président de la République. Hein, c'est lui qui prend le plus cher. C'est le procès d'une 5e République où on ne se sent plus du tout représenté. On a à la fois un monarque présidentiel qui décide de tout, et là, on le voit très fortement avec le fait de ne pas suivre le résultat des élections, etc. On a l'impression que les politiques sont menées pour une partie du peuple seulement, les plus riches,
et les multinationales, et que ça faisait partie des mots d'ordre. Vous dites qu'il n'y avait pas eu de mot d'ordre dans la manifestation. Moi, j'ai dit qu'il n'y en avait pas eu un seul. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup. Mais par contre, il y avait taxé les riches, Macron démission, retraite, augmenter les salaires. Globalement, ça dessine quelque chose qui est le contraire des politiques qui sont menées actuellement. Et moi, j'aimerais dire un mot aussi sur la représentativité en politique. C'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, il y ait, je crois que c'est 36% de femmes seulement à l'Assemblée nationale, alors qu'on est la moitié dans le pays. Voilà. C'est pas normal qu'il y ait aussi peu d'ouvriers, d'employés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose, je sais qu'à la France Insoumise, on essaye d'y travailler, on n'est pas parfait sur le sujet, mais on se dit, c'est pas possible, en fait, d'avoir des élus qui sont vécus comme des experts, du coup, qui un peu font une carrière, quoi, et puis du coup, en profitent peut-être pour s'en mettre, pour se remplir les fouilles, c'est un peu l'idée que les gens peuvent avoir, alors qu'ils ne sont pas représentatifs de la diversité de la société française. Et voilà, je sais qu'en tout cas, nous, on mène cet effort. Je sais que vous êtes plutôt, en termes de parité, bien en dessous des moyennes l'un comme l'autre. Je sais que de représentativité catégorie, on pourra faire des combats de catégories socio-professionnelles. Non, mais c'est équivalent. C'est équivalent sur les ouvriers. Non, mais sur ouvriers employés, par exemple. Et ça, ouvriers employés, voilà, vous, je crois que vous avez 0% d'ouvriers dans votre parti, 3% d'employés. Bon, c'est pas la statistique de la société. Mais c'est vrai que nous, on en a 12, c'est pas non plus suffisant. Voilà. On a une et ça, je pense que ça ne se règle pas en dépoussiérant la 5e République. Vous avez l'air, vous dites le 49.3, on peut le garder pour des choses. Moi, je pense qu'il faut passer à une 6e République. Il faut le faire avec le peuple, par une constituante qui décidera de remettre les règles du jeu, y compris en disant comment on se fait bien représenter, comment on s'assure qu'on puisse faire une carrière politique et revenir ensuite, parce que c'est pas une carrière au sens professionnel, donc il faut pouvoir revenir après dans son activité professionnelle. C'est sûr que c'est plus facile. Moi, je suis fonctionnaire, je sais que j'ai mon poste en sortant, je le sais. Si on n'est pas fonctionnaire, c'est plus difficile de retrouver un boulot après avoir été surtout de mon bord politique à l'Assemblée nationale. Mais pas forcément peut-être que vous pouvez admettre aussi qu'on peut être timide, c'est-à-dire il faut être audacieux pour se présenter à des élections, pour accepter d'avoir d'abord sa tête s'afficher. Mais on est rendu timide aussi parce qu'on vous dit à longueur de temps que vous n'êtes pas légitime. On vous dit, mais vous n'y comprenez rien, c'est plus compliqué que ça. Les multinationales, vous comprenez, il ne faut absolument pas les taxer parce que sinon, l'économie, ceci. On vous explique, les riches, vous comprenez, risquent de partir, ce serait une catastrophe pour le pays. Et moi, je pense d'ailleurs que ça marche de moins en moins, que les gens, ils en ont marre de se faire donner la leçon, ils en ont marre qu'on dise, il faut faire de la pédagogie, voilà, et qu'en fait, ils savent où est leur intérêt, ou en tout cas, où est l'intérêt général. Et que la question, c'est comment on respecte cet intérêt général et comment on fait primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers. C'est aussi lutter contre les conflits d'intérêts. À l'Assemblée nationale, il y en a plein. Le nombre d'actionnaires. Alors, dans le gouvernement, vous avez 22 ministres millionnaires. Je n'ai pas là le chiffre des actions qu'ils ont partout, mais c'est évident que ça ne donne pas confiance pour les gens parce que, un, ce n'est pas représentatif de la société. Deux, c'est signe de lien avec une petite portion de la société qui fait la politique pour tout le monde, à savoir ceux qui sont déjà les plus privilégiés, qui ne font pas la queue aux urgences, qui ont leur clinique privée, qui ont leurs écoles privées, qui s'en fichent du climat parce qu'ils vont pouvoir se protéger face à la crise climatique. Donc c'est ce sentiment-là, je pense, qui s'exprime actuellement dans la société. On va ménager. Non, mais je partage un certain nombre des points qui ont été énoncés par ma collègue, mais je pense qu'il ne faut pas non plus participer à augmenter le côté tous pourris et tous les élus. Voilà, moi, je veux dire, quand je vais aux urgences de l'hôpital public, monsieur. Je pense que, j'ai pas de clinique privée à Montargis, je fais comme tout le monde, j'ai pas de chauffeur. Moi, j'entends des fois sur le terrain aussi un certain nombre de choses. On pense que les députés ont des chauffeurs, etc. Je veux dire, globalement, oui, bien entendu, on a un niveau de vie qui est supérieur et on ne peut pas se plaindre. Oui, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut faire des efforts, mais je pense que les élus seraient moins ciblés s'ils faisaient leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu pareil que quand vous payez des impôts, vous vous dites, si je paye mes impôts, mais que je vois les résultats et que je vois concrètement les services publics qui marchent, je vois que globalement, il y a eu une justice entre les différentes personnes, je ne suis pas toujours content de payer mes impôts, mais au moins, je sais à quoi ça sert. C'est un peu pareil pour les élus. C'est-à-dire que si on se dit, les élus, ils font leur boulot, ils pensent à l'intérêt général, globalement, il y aura un lien de confiance. Mais aussi, depuis un certain nombre d'années, les magouilles qu'il peut y avoir, même en période électorale, ça ne va pas plaire à mes collègues, mais quand il y a, normalement, lors des élections, des personnes qui pensent tout l'inverse, qui se désistent les uns pour les autres. Des députés de droite qui se désistent pour voter pour des députés de la France Insoumise. Vous attaquez le Front républicain. Oui, parce que, bien entendu, je peux comprendre. Mais les gens, ils avaient le choix, ils pouvaient voter pour vous, ils ont choisi de ne pas voter pour vous parce qu'ils ont détesté encore plus que les macronistes. C'est ça qui s'est passé dans le pays. Très bien, mais comprenez aujourd'hui que derrière votre position aussi, quand vous renoncez, vous refusez que, par exemple, les 11 millions d'électeurs que l'on représente à l'Assemblée nationale soient représentés. Quand on dépose... Je vous laisse finir. Quand on propose l'abrogation de la réforme des retraites et vous dites, ça vient d'eux, on ne le votera pas. Mais vous moi, je vais vous le dire,
J'ai voté des tas de mesures, je me fais taper dessus sur le terrain. Vous donnez envie à Charles de réagir. Charles, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je finirai juste et je laisserai à Charles répondre. C'est-à-dire que moi, je me fais taper dessus parce que je vote des mesures macronistes, des mesures de la France Insoumise, des mesures DLR, parce que c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon dit qu'aujourd'hui il fait 32 degrés que je vais vous dire que je me les caille. Non, il fait chaud, c'est horrible aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a raison. Et Jean-Luc Mélenchon, s'il dit ça, il a raison et je voterai sur ce point-là pour lui. Et s'il propose à l'Assemblée nationale. Je veux dire, à un moment, les gens, ils en ont ras-le-bol que ça soit chacun dans son couloir, chacun pour sa chapelle. Juste un truc sur les retraites. Vous devriez dire qu'on n'était pas d'accord. Vous devriez dire qu'on n'était pas d'accord. Vous vouliez abroger la réforme des retraites en finançant les retraites. Comment? Expliquez-le aux gens. Par la natalité. À un moment où on nous parle de réarmement démographique. Et par exemple, moi, mes engagements féministes... c'est juste de revenir à la situation antérieure. Voilà. C'était dans votre exposé des motifs, c'est dans votre loi. Donc il y avait des tas de choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, et on sait que quand vous dites l'abrogation... Et par ailleurs... devant un panel que ça... Et par ailleurs, vous êtes revenu, vous n'étiez pas clair sur 60 ans, 62 ans. D'ailleurs, je suis sûr qu'ici, plus personne ne sait si vous défendez les 60 ans ou les 62 ans. Donc nous, on n'a pas voulu participer à cette confusion. Nous, on ne participe pas à la confusion, et voter des choses avec vous alors qu'on est en désaccord total avec vous, ça participe de cette confusion. Par contre, sur les désistements... Les Français, là, ils juste sur les... Après, on va là. Mais justement, sur les désistements, vous oubliez une chose, c'est que c'est eux qui ont eu la parole. C'est messieurs, dames qui ont eu la parole. Et s'ils avaient décidé que c'était trop injuste qu'il y ait un désistement face au Rassemblement national, eh ben, ils auraient voté pour vous. Et en fait, ils ont fait le choix de voter contre le Rassemblement national parce que ça a été, à un moment, le plus important pour eux, même parfois quand ça leur faisait mal à leurs convictions. Ça veut dire que vous êtes encore plus détestable que les macronistes. Madame Borne, vous pensez pas que ça trouble les gens en disant au pire faites ce que vous voulez? Non, on n'a pas appelé à voter pour infantiliser aussi les Français en leur donnant des consignes de vote. Nous, on a je crois qu'il y a Corentin qui veut vous parler. Les Français sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puisque chaque voix compte, on vous a beaucoup entendu. Mais on va laisser. Je crois que c'est Corentin qui veut parler. Non, c'est Charles. Bon, Charles d'abord. Charles. Pardon, je vous en prie. Donc, il ne s'agit pas de répondre, hein, parce que le but, c'est pas de monopoliser la parole. En revanche, j'ai une question encore, pardon. Vous avez évoqué un point, je pense, qui intéresse beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, c'est effectivement voir où vont nos impôts. Même si tous les Français ne paient pas d'impôts, globalement, c'est quand même le principe de notre République et de notre Constitution. Et donc, ma question est la suivante. Que faites-vous en tant que représentant, en tant qu'élu, en tant que député, pour rendre transparentes vos actions? Donc finalement, l'action publique. Comment vous faites en sorte qu'elle soit claire et qu'elle soit perceptible par vos électeurs? Thomas Lam, vous voulez répondre? Écoutez, aujourd'hui, alors je vais rebondir sur un point de la question précédente de monsieur qui disait que je regrette d'abord qu'il n'y ait qu'une personne qui ait pu parler à son député, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les moyens de communication qu'on connaît tous, les réseaux sociaux, on a tous une adresse mail publique sur lesquelles vous pouvez écrire, et je pense qu'aujourd'hui, nous les élus, on essaye au maximum d'être réactif, de répondre à tout le monde, quelle que soit la sollicitation. Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je reçois des messages sur tous les supports. Voilà, je ne vais pas citer les noms des réseaux sociaux, par mail, etc. On essaye d'être vraiment au contact. Donc je regrette que vous n'ayez pas fait forcément la démarche de nous approcher, puisque c'est après, effectivement, si vous venez vers le député et qu'il ne répond pas à vos attentes, vous pourrez effectivement dire il n'a pas fait le travail, il n'a pas répondu, etc. Il n'a pas donné satisfaction. Mais déjà, faites la démarche de venir vers nous, parce que nous aussi, on fait la démarche, on essaye au maximum de venir vers vous. Mais voilà, sachez que nous, en tout cas, on est disponible pour échanger avec vous. Sur la question qui a été posée, voilà, on dispose de moyens de communication. Alors, le site de l'Assemblée nationale répertorie tous nos votes. Il y a aussi un site qui s'appelle Datan. Vous n'avez pas toujours qu'on les montre, hein, par contre. De quoi? Les votes. Ah non, moi, pas de problème. Tous mes votes, je les assume. Nous, quand on affiche les votes des gens, on se fait insulter parce que, oh là là, on fait des listes de gens qui ont voté. Alors, c'est quand même... vous faites... Non, mais si c'est pas votre il ne faut pas demander aux gens, il faut pas demander à ce qu'on harcèle les gens par mail parce qu'ils ont voté pour ceci ou cela. De toute façon, c'est public, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous les députés, vous pouvez voir nos votes sur le site de l'Assemblée nationale, sur un site qui s'appelle Datan. Il y a nos interventions aussi en commission, le taux de présence. Voilà, donc vous avez quand même un aperçu global de notre activité. Ensuite, chacun est libre de communiquer sur ce qu'il fait, sur ses propres réseaux sociaux, en circonscription aussi, via de la communication papier. Voilà, on essaye au maximum d'expliquer ce qu'on fait, de faire comprendre comment ça fonctionne. Et pour revenir sur le sujet de la dichotomie entre ce que pense le peuple de ce que nous vivons et de ce que nous vivons en réalité, je suis d'accord, il faut absolument qu'on montre l'exemple. Et à ce titre, je pense que la première décision de notre nouveau Premier ministre de
supprimer les avantages à vie des anciens premiers ministres est une bonne nouvelle, puisqu'effectivement, il faut que nous, d'abord, on montre l'exemple, pour montrer qu'on soit capable de faire des économies, de trouver des solutions pour avancer tous ensemble. Je vais me tourner vers Wally Bordas. Wally, on sait que le Premier ministre consulte. Voilà, en vue de former un gouvernement. Il a donc publié un communiqué hier pour dire qu'il était attentif aux revendications et qu'il en tenait compte dans les consultations qu'il mène. Il a même prévu de revoir l'intersyndicale dans les prochains jours. Comment est-ce qu'on verra de quelle façon il a tenu compte des revendications qu'on a pu entendre dans la rue hier? En tout cas, on a un Premier ministre qui prend son temps. Et qui place le quoi avant le qui. On a souvent parlé des castings gouvernementaux. Là, on a un Premier ministre qui a conscience de la situation politique quasiment inextricable à laquelle il va devoir faire face, qui a vu les 2 précédents Premiers ministres tomber quand même relativement rapidement, et qui donc se dit qu'il va devoir consulter et de manière très habile pour l'emporter. Parce que bon, la discussion que vous avez depuis tout à l'heure et la manière dont vous vous entendez, ou plutôt dont vous ne vous entendez pas, prouve à quel point, je trouve, cette Assemblée nationale et ce pays est ingouvernable. On a une Assemblée divisée en 3 blocs, avec d'un côté les troupes de Marine Le Pen, de l'autre la gauche, et au centre les macronistes et la droite LR. Et en gros, le Premier ministre, il va devoir trouver un compromis entre tout le monde, alors que les 3 forces sont quasiment proportionnellement représentées. Donc c'est très compliqué. Et donc il va devoir... alors, il y a les partenaires sociaux d'un côté et la gauche qui est du même côté, et le Parti socialiste qui semble un petit peu plus constructif que les autres forces de gauche, France Insoumise, communistes et les Verts. Donc, ce Premier ministre va devoir trouver un chemin et un accord, en quelque sorte de non-censure. Oui, pour passer l'automne. Voilà, pour passer l'automne et arriver à garder les LR au gouvernement, tout en négociant la non-censure du Parti socialiste qui semble être quand même sous pression de sa base militante et de la gauche de manière générale. On l'a vu hier avec cette mobilisation. Donc, ce Premier ministre va devoir, et c'est très complexe, écrire un budget en enlevant certains points, en ajoutant un autre. Je pense que le point d'accord peut être sur la taxation des ultra-riches et essayer d'offrir une concession à la gauche tout en la faisant accepter à la droite. Et puis, il y a un éléphant dans le couloir pendant ce temps. On parle du nouveau Premier ministre, on parle du fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais il y a un nom qui était sur de nombreuses pancartes hier dans les manifestations, c'était celui d'Emmanuel Macron. Le président cristallise les colères tout en se tenant éloigné de la scène nationale. Où est-il passé? C'est Anna Cabana qui va nous en donner des nouvelles ce soir. Oui, parce qu'Anna, pendant ce temps, on n'entend pas Emmanuel Macron. Alors, on ne l'entend pas, non, Aline, mais on le voit. Et on le voit prendre de la hauteur ce matin. Il a monté quelques 424 marches pour aller sur le toit de Notre-Dame célébrer la réouverture des tours. Cette prise de hauteur physique, mais vous avez raison de sourire, ça peut passer pour un détail, mais en fait, non, parce que c'est exactement la position que veut adopter Emmanuel Macron, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, au-dessus des manifestations, au-dessus des colères et des appels à la démission. La renaissance de Notre-Dame, c'est le symbole par excellence de ce qu'il considère être sa réussite à lui. Il y voit la métaphore de la vie de la nation. Vous vous souvenez, hein, c'est ce qu'il avait dit. Chaque femme, chaque homme est nécessaire. Surtout, ne pas s'abaisser à commenter ce qui s'est passé dans la rue et laisser ce rôle-là à son nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, pendant que lui, Emmanuel Macron, essaie de s'activer pour laisser une trace dans l'histoire. À quoi faites-vous allusion, Anna? À son discours historique de lundi à New York devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le discours par lequel la France sera le premier pays du G7 et le premier membre permanent occidental du Conseil de sécurité à reconnaître l'État palestinien. Ça va se passer vers 15h30 heure locale, c'est-à-dire 21h30 heure de Paris. Et il faut bien savoir une chose, depuis 15 jours, Emmanuel Macron ne pense qu'à ça. Il considère que ce sera un des legs diplomatiques de sa présidence et qu'il peut, à cette occasion, prendre la tête, le leadership d'un nouveau processus de paix au Moyen-Orient. Mais pour ça, pense-t-il, il faut réussir à apaiser la colère des Français juifs, à les rassurer. Et c'est ce qu'il tente de faire depuis 2 semaines en recevant et en téléphonant à tour de bras pour expliquer, désamorcer, tenter de convaincre les Français juifs que sa décision de reconnaître un État de Palestine ne trahit ni leur sécurité, ni son engagement à lui, Macron, contre l'antisémitisme, qu'au contraire,
Cette décision, elle est sous-tendue par la conviction que cette reconnaissance est, je cite Emmanuel Macron, la meilleure manière d'isoler le Hamas. Bref, Emmanuel Macron fait ce qu'on pourrait appeler une forme de service avant discours. Donc, s'il est silencieux sur le front intérieur, il ne l'est pas du tout sur ce terrain-là, y compris publiquement, hein, parce qu'hier, il a donné une longue interview à la télévision israélienne pour défendre cette position. Il paraît qu'il a aussi réussi à mettre de son côté quelqu'un comme Alain Finkielkraut. Alors c'est peu de dire qu'il est content, Emmanuel Macron, hein, parce qu'Alain Finkielkraut faisait partie des personnalités repérées par l'Élysée comme étant des leaders d'opinion au sein de la communauté juive de France et qui ont été conviés à dîner à l'Élysée jeudi 11 septembre pour échanger autour de cette question de République et antisémitisme. Alain Finkielkraut, c'est la preuve, veut croire Emmanuel Macron, que son opération de séduction, de persuasion fonctionne. Ça fonctionne vraiment, en fait ? Eh ben, les Français juifs ne lui pardonnent pas une chose, et c'est moins la reconnaissance de la Palestine que son absence à la manifestation du 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme. Vous savez, cette grande manifestation qui a suivi le 7 octobre. Et ce qui lui pardonne encore moins que son absence, c'est la façon dont il s'en était justifié la veille devant une descendante du capitaine Dreyfus qui l'avait apostrophé. C'était en marge des cérémonies du 11 novembre, et elle lui avait dit « Monsieur le Président, en tant qu'arrière-petite-fille de Dreyfus, je suis un peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation demain. » La réponse d'Emmanuel Macron a été la suivante. « Je n'ai jamais été à une manifestation, quelle qu'elle soit. Sinon, je peux manifester toutes les semaines. » Fin de citation. Sachant que le même Emmanuel Macron, à peine 15 jours plus tôt, avait proposé la création d'une coalition internationale contre le Hamas. Eh bien, les Français juifs ne lui ont pas pardonné ce qu'ils appellent cette politique de l'essuie-glace. Depuis quand les uns et les autres remettent ce sujet, cette blessure sur la table, ce qui a notamment été fait pendant le dîner dont on vient de parler, eh bien Emmanuel Macron balaye ça en faisant comme si c'était un détail. Il y a, Adeline, des détails qui en disent long. Merci Anna. Wally Bordas, vous décrivez très bien dans votre livre Palais Bourbier de quelle façon Emmanuel Macron est devenu finalement en un an le spectateur du propre chaos qu'il a créé lui-même. Il est complètement acculé, en fait, le président de la République. Et c'est pour ça, je pense, qu'il s'intéresse uniquement aux questions internationales, ou plutôt qu'il fait semblant de s'intéresser uniquement aux questions internationales. C'est parce qu'en fait, sa dissolution ratée a mis la France dans un chaos inimaginable. Imaginez quand même que depuis 2 ans, on en est à notre 5e Premier ministre. On a eu Elisabeth Borne, on a eu Gabriel Attal, on a eu Michel Barnier, on a eu François Bayrou et maintenant on a Sébastien Lecornu. Donc difficile pour Emmanuel Macron d'obtenir des victoires au Parlement. Depuis 1 an et demi que l'Assemblée nationale a repris avec ses nouveaux élus, on n'a eu quasiment aucune loi votée au Parlement. On a eu un budget passé dans la douleur parce que tout le monde voulait qu'il y ait un budget au final. On a eu quelques petites lois. On a eu une loi fin de vie mais qui n'a pas terminé son processus législatif. Et en fait, on a un pays qui est complètement bloqué, en crise économique, crise sociale. Donc forcément, le président de la République, là, il est en quelque sorte en train d'user l'une de ses dernières cartouches, si ce n'est pas la dernière, avec Sébastien Lecornu. Et on sent bien, même autour de lui, la crainte peut-être d'une seconde dissolution à venir, voire même, encore pire, certains la réclament à corps et à cri depuis quelque temps, et certains, dans le spectre politique, comme Valérie Pécresse ou Jean-François Copé, la réclament depuis quelques semaines, sa possible démission. Qui veut réagir dans le public? Parce que là, on parle d'une éventuelle prochaine dissolution, ça entraînerait des élections législatives. Est-ce que tous, vous dites, j'ai ma carte d'électeur et pour sûr, j'irai voter s'il y a des législatives le mois prochain? Quel enthousiasme. Moi, c'est Sacha qui veut parler. Bah, ils ont le droit de demander d'abord si le résultat sera respecté ou pas, parce que ça compte, non? Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai 23 ans, je suis jeune diplômée. Et ma question, je pense, sur... Est-ce que c'est en fait encore utile d'avoir une deuxième dissolution? Est-ce que c'est encore utile d'utiliser notre vote, la force de notre vote? Ma question derrière, c'est un peu, est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de désaccords et c'est bien, parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités de vie au sein de la France, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on peut espérer se mettre d'accord? Parce que s'il y a plus rien sur lequel, sur quoi se mettre d'accord, à quoi sert tout ça, quoi? Disons que pour ça, il faut une majorité à l'Assemblée nationale, peut-être. Moi, j'ai une question à vous poser, à tous. Qui changerait son vote s'il y avait une prochaine dissolution par rapport à votre vote de 2024?
Pour ceux qui ont voté l'année dernière, est-ce que vous avez envie de changer de vote si jamais il y a des législatives le mois prochain? Très bonne question. Voilà la réponse. Donc la dissolution. Donc une dissolution ne résoudrait rien. Chers collègues, il y a 2 tours dans une élection. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que bon, quand le public est quand même dubitatif, on se dit pourquoi est-ce qu'en un an, les Français qui n'ont pas réussi à départager une majorité à l'Assemblée nationale il y a un an, le ferait aujourd'hui? C'est la vraie question. Après, aujourd'hui, on est bloqué. Enfin, ce que vient de dire Wally Bordas le prouve. Mais qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas un autre blocage? À un moment, il faut tenter quelque chose. C'est-à-dire que je pense que les Français pourraient ne pas faire les mêmes choix de second tour. Vous savez, une élection législative, c'est pas un score national. C'est 577 élection, comme une élection présidentielle, avec, ça sera l'occasion de vous dire si mon député, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu, à un moment, j'en change et je change de vote. C'est le moment où il peut y avoir un certain nombre d'évolutions, et parce qu'on n'a pas d'autre possibilité, excepté la démission, vous l'avez dit, du président de la République. Mais ça dépend du président de la République, et il est seul à pouvoir le décider. Alors, je vais juste mettre les pieds dans le plat, parce qu'en fait, la question que pose Thomas Ménager, mais sans vous la poser jusqu'au bout, c'est est-ce que vous pensez que le front anti-Rassemblement national serait aussi vigoureux cette fois-ci qu'il l'a été la fois précédente? C'est ça le sujet, pour lui. Voilà, vous allez les afficher, donc il n'y en a aucun qui osera répondre. Parce que... Oui. Aussi vigoureux. Aussi vigoureux. Je peux réagir sur quelque chose? En ce qui vous concerne, voilà. Non, mais moi, les études prouvent l'inverse. Les études prouvent l'inverse, vous le savez. Allez-y, Frédéric. Celui-là? Oui, ce micro fonctionne. Ah ouais, je vais me présenter, Frédéric, Gilets jaunes, j'ai été aussi dans anti-pass sanitaire, je suis aussi militant syndicaliste de base, je côtoie les politiques, je sais leur politique d'affichage. Mais là, vous êtes tous dans les starting blocks pour 2027. C'est tout ce qui vous intéresse. Le reste, c'est avoir le pouvoir. Nous, ce qu'on pense, nous, ce qu'on vit, mais vous en foutez, en fin de compte. Vous pensez qu'à ça. Et vous êtes dans vos tactiques politiques avec vos appareils. Je sais qu'il y a des militants de base, eux, qui ont envie de faire changer les choses. Sauf qu'il y a des appareils politiques, on sait très bien, il y a des chefs de partis politiques. Et en fin de compte, voilà, c'est sclérosé, c'est comme ça. Et donc, pour ma part, moi, je vote plus. Voilà, pour moi, ce qu'il faudrait, ce soit un référendum d'initiative citoyenne, comme il l'a dit, dans la Constitution. Mais vous comprenez que c'est compliqué pour moi de vous entendre dire dans une émission qui s'appelle Chaque voix compte que vous ne votez plus. Ça veut dire que vous avez renoncé. Évidemment, mais qu'est-ce qu'on va... Ça apporte quoi pour nous? Il n'y a rien du tout. Je ne fais pas la leçon, mais je m'interroge. Nous, on a du bon sens. On n'a pas fait forcément tous des grandes écoles, on a du bon sens. On sait ce qui est bon pour nous, pour le peuple. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont là pour justement nous dire ce qui est bon pour nous. Voilà, clairement. Et à un moment, c'est ça. Là où on ne peut pas tout à fait donner tort à Frédéric, c'est que les colères d'aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles. Et ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un manque d'écoute et il y a un manque de prise en compte de ces inquiétudes. Et il y a une illustration flagrante de ce manque aujourd'hui, c'est le sort réservé aux cahiers de doléances. Ces cahiers qui sont nés après les Gilets jaunes, alors que le mouvement battait son plein et que la crise du Covid n'avait pas encore éclaté. C'est l'association des maires ruraux de France qui avait alors lancé ce dispositif pour recueillir les écrits des citoyens. Que sont devenus ces cahiers? Eh bien, en fait, ils sont aux archives départementales et municipales. Ils sont consultables, il faut faire une démarche pour aller aux archives. Et ils sont en fait, surtout, vous allez le voir, devenus un outil pour les chercheurs. Reportage sur le terrain signé Elsa Mondingava aux archives départementales des Yvelines. Pour les retrouver, il faut arpenter les longs couloirs des archives départementales. Vous pouvez les voir ici. Il y en a combien? Alors on a à peu près 200 cotes qui représentent une vingtaine de cartons. Ce sont les cahiers de doléances collectés dans 200 communes des Yvelines pendant la crise des Gilets jaunes. Certaines communes ont ouvert un cahier comme un cahier d'écolier. Et puis nous avons également des mails qui ont pu être adressés aux maires et qui ont été tout simplement collés dans le cahier. On a aussi des feuilles volantes. Qu'importe la forme donc, tous contiennent des revendications des citoyens. Le partage des richesses, vite, et surtout, rends l'ISF d'abord. Conserver les services publics dans les campagnes. Baisser le nombre de députés et de sénateurs, ainsi que leur rémunération. Depuis le mois d'avril, ces cahiers sont accessibles au public. Tout est intégralement communicable et consultable, donc toute personne peut y accéder. Pour l'instant, il n'y a pas foule. Une forme de désintérêt de la part des Français, plutôt de la défiance. J'ai rien écrit, mais j'ai entendu parler. J'en ai entendu parler encore il y a 3 semaines et apparemment, il n'y a jamais eu de réponse à ces cahiers. Je n'ai pas l'impression que ça a été très utile.
Alors, c'est bien de faire des constats, mais si derrière, il n'y a pas de solutions qui sont apportées, c'est plutôt, je pense, frustrant peut-être même pour certains. Est-ce qu'il y aura un aboutissement après cela? C'est l'importance justement de tout ça et que je pense que les citoyens ont besoin d'être écoutés au bout d'un moment, quoi. Vous avez le sentiment qu'ils le sont? Non. Alors, pour que ces doléances ne restent pas lettres mortes, certains chercheurs ont décidé de les étudier. C'est le cas de Manon Pangam, qui s'est penchée sur les cahiers de la Creuse. Le mot retraite revient 148 fois dans ce petit corpus. La notion de service, évidemment reliée au service public. On voit fiscal, commune, rural, taxes, impôts. Pour elle, publier en ligne ces données répondrait à une attente démocratique. Montrer aux gens que vous avez écrit dans le cahier il y a 6 ou 7 ans, ou vous n'avez pas écrit, mais regardez ce que les gens en fait, ont pu écrire dans les cahiers et ça rouvre le dialogue. Après un vote de l'Assemblée, le gouvernement s'est engagé à publier les cahiers du grand débat, mais n'a pas encore tenu sa promesse. Tiens, j'ai une question. Est-ce que l'un d'entre vous a écrit dans les cahiers de doléances ? Non, aucun d'entre vous? Vous saviez déjà que c'était du vent. Il l'avait compris avant tout le monde. Mais enfin, c'était du vent. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous savez qui a organisé les cahiers de doléances et le grand débat? Vous vous souvenez? Qui était chargé de ça? Monsieur Le Cornu. Un certain Monsieur Le Cornu. C'est même à ce moment-là que la relation de confiance politique s'est nouée entre Emmanuel et Emmanuel Macron. Par contre, pas entre lui et le peuple, visiblement, parce que là, justement, c'est un enterrement de première classe et que vous aviez un groupe de travail. Alors nous, les Insoumis à l'Assemblée nationale, on avait déposé une loi, justement, on avait fait des demandes pour qu'il soit rendu public et pour qu'il y ait une diffusion, quoi, pas le fait d'aller chercher dans les archives, etc. Il y a un groupe de travail sur cette publication, etc. Et là, ils ont décidé que le groupe de travail n'aurait plus lieu parce qu'ils ont argué de la chute du gouvernement. Alors apparemment, ça ne les dérange pas pour mettre des policiers en manifestation, mais par contre, pour les doléances, ça, la chute du gouvernement empêche l'avancée du travail sur les doléances. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que c'était Le Cornu au départ, parce que c'est quand même ça qui s'est passé, c'est que c'était à la fois une très grande aspiration qui s'est exprimée avec les Gilets jaunes, et la façon dont tout ça a été enterré avec des discours de nouvelles méthodes. Et là, Le Cornu nous réexplique qu'il veut faire des nouvelles méthodes. Mais le problème, c'est qu'on a eu un outil et qu'on ne s'en est pas servi ensuite. Mais en fait, c'est que l'outil, enfin, vous avez les cahiers de doléances, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est très intéressant que ce soit dans les cahiers de doléances, y compris pour les sociologues. Enfin, vous allez dans les manifestations, vous regardez les pancartes, vous regardez les sondages, vous regardez les votes des gens. Excusez-moi, je reviens au vote de l'année dernière. Les gens disent globalement, on ne veut pas de la retraite à 64 ans, on veut augmenter les salaires, on veut des services publics qui marchent, on veut taxer les riches et avoir de la justice fiscale. Et donc, en fait, cette volonté populaire, faut arrêter de faire comme s'il fallait à chaque fois aller la chercher dans les méandres obscurs des archives des mairies. En fait, elle s'exprime dans le pays, sauf qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, elle n'est pas entendue. Elle s'exprime par la grève, elle n'est pas entendue. Elle s'exprime par les urnes, elle n'est pas entendue. Elle s'exprime par le blocage. Alors là, c'est des dangereuses personnes. Et je voulais juste terminer sur l'histoire du blocage, parce que tout à l'heure, vous avez laissé entendre que le blocage, c'était l'Assemblée nationale. Mais le blocage, il est au niveau de Macron. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, à l'Assemblée nationale, oui, il y a effectivement il y a une difficulté. Quand l'intérêt général et que vous êtes d'accord, l'Assemblée nationale, oui, mais par exemple, l'année dernière, au moment du budget, on avait récupéré, figurez-vous, 75 milliards dans les amendements qu'on avait déposés. 75 milliards en taxant notamment les multinationales et les plus riches. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu le 49.3. Donc au final, ce qui bloque, c'est pas le peuple. Vous savez, dans une démocratie, c'est pas de peuple qu'on doit changer, c'est de roi. C'était une expression. Et là, je pense que c'est vraiment le sujet. On va pas changer le peuple. C'est pas le peuple le problème, c'est pas le peuple le blocage, mais c'est celui qui joue le rôle de monarque présidentiel, de monarque de droit divin, parce qu'il va prier à Notre-Dame de rester en place, alors qu'on sait que c'est vraiment lui qui est sur la sellette après Le Cornu. Donc je pense que c'est ça le sujet. Ce sera la présidentielle le sujet. Clara. Alors moi je suis étudiante, j'ai 25 ans et en fait je trouve ça déplorable le sort qui est réservé aux cahiers de doléances et c'est un peu la même chose qui a été faite avec toutes les initiatives de démocratie participative comme la Convention citoyenne pour le climat. Il y a seulement 10% des propositions qui ont été retenues, enfin, c'est assez ridicule et donc la question que je me pose, moi j'avais beaucoup d'espoir en fait dans ces mesures-là et la question que je me pose c'est comment on peut espérer reconstruire le lien entre les députés et les citoyens si on ne valorise pas du tout ces consultations citoyennes. Thomas Lam, comment vous expliquez qu'à un moment, on ait donné la parole aux citoyens et puis en fait, il y a eu un côté cause toujours? Alors, effectivement, la démarche des conventions citoyennes ou des cahiers de doléances part d'un bon principe. Je pense qu'effectivement, on essaye d'être à l'écoute des gens. Malheureusement, effectivement, il semblerait qu'il n'y ait pas eu un suivi effectif de ces cahiers de doléances. Je le regrette.
Je le regrette parce qu'on avait pu réceptionner les desiderata, les idées, et puis aussi les coups de colère des citoyens. Donc, et nous, on essaye en tout cas au quotidien, j'essaye de les écouter et de les traduire en action politique. Après, il y a un principe de réalité. Si on dit on va tripler les salaires en taxant les riches, à un moment donné, on sait que ça ne va pas se passer comme ça. Il faut quand même expliquer aux gens que tout n'est pas possible. Parce que si on écoute ma collègue, on va taxer les riches, ça va régler tous les problèmes. Mais on va encore plus dépenser, et puis après, il faudra encore plus taxer. Mais qu'est-ce qui était possible dans ce qu'on trouvait dans les cahiers de doléances alors? Parce qu'à ce moment-là, il fallait dire dès le départ aux Français, vous pouvez bien écrire tout ce que vous voulez, mais en fait, là, vous nous demandez l'impossible, donc on ne le fera pas. Ce qui est important, c'est de laisser les gens s'exprimer et de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Non, c'est de les laisser parler, mais pas de les écouter. Non, c'est pas du tout. Ça participe au dégoût. Si dès le début, moi, à la depuis fois le début, vous écharpez, laissez-moi parler. Et je pense que l'exemple que vous avez montré de vous écharper depuis le début, c'est parce que les gens attendent. Les gens, ils attendent. Ils me disent en circonscription, entendez-vous, on vous a élu pour ça, mettez-vous autour de la table. Discuter, trouver des solutions. Vous, dans votre circonscription, vos électeurs, ils ne vous disent pas « entendez-vous, mettez fin au chaos ». Moi, j'aimerais vraiment alerter sur quelque chose. Dans une démocratie, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord, parce que ça, c'est plutôt le signe d'un régime totalitaire, en fait. Que les gens soient en désaccord, qu'il y ait des orientations dans le pays. Il y a des gens qui vont, voilà, vous l'assumez, vous dites, bah, nous, moi, je pense que c'est les riches qui tirent l'économie, il faut faire des politiques pour les riches. Moi, je pense qu'il faut continuer, ou il faut continuer l'agro-industrie telle qu'elle est actuellement, ou au contraire, il faut faire la transition écologique, il faut écouter ce que dit la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des orientations. Et après, la question, c'est laquelle est majoritaire. Et dans une démocratie, c'est à ça que ça sert la démocratie, c'est à un moment, l'orientation majoritaire, eh ben, c'est celle qui doit pouvoir s'appliquer. Donc peut-être qu'on n'est pas assez majoritaire et qu'il faut de nouvelles élections. Moi, je pense que c'est les élections présidentielles, et c'est pour ça que je défends la destitution d'Emmanuel Macron ou le fait qu'il démissionne, parce que je pense que s'il avait un peu de dignité, c'est ce qu'il ferait, et il sait que c'est lui qui est acculé. Mais parce qu'en 2027, la présidentielle, c'est pas pour qui va prendre le pouvoir, mais c'est que c'est le moment où on peut décider, par exemple, est-ce qu'on passe à une 6e République pour faire le RIC ? Et si on fait le RIC, eh ben on redonne une partie du pouvoir au peuple. Référendum. Voilà. Est-ce qu'on fait oui, le référendum d'initiative citoyenne, pardon, je me dis, vous êtes tous des gilets jaunes, mais peut-être pas tous. Mais voilà, référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'on révoque les élus ? Moi, je pense que la défiance, elle vient aussi du fait qu'aujourd'hui, les élus, ils vous promettent un truc, on abroge la retraite à 64 ans, puis après, quand ils sont élus, ils ne le font pas. Eh bien, il faudrait peut-être avoir un moyen pour le peuple de dire, bah, en fait, il y a certains moments où on peut reconvoquer une élection si on considère que les promesses n'ont pas été tenues, et peut-être que ça tiendrait les élus à leurs promesses. Et ça, c'est des choses, des grandes orientations qui peuvent se faire, pas en gardant toujours le même monarque présidentiel au pouvoir, mais en changeant, à la fois en changeant d'orientation politique, et puis après, pourquoi pas en changeant de République. Moi, je suis pour passer à la 6e République. Je crois que ça fait longtemps qu'il veut parler. Il a le micro. Profitez-en. Merci beaucoup. Donc, Soprane, j'enseigne la science politique donc, à l'université. Donc, il y a beaucoup de vos propos sur lesquels je suis d'accord, mais si on revient sur l'étymologie même de la démocratie, c'est démocratos, le pouvoir romain du peuple. Donc, le peuple s'exprime très bien. Néanmoins, je pense que le blocage actuel, il n'est pas au niveau des Français, puisqu'on s'exprime et la coloration politique, elle se montre sur les avis qui sont très polarisés. Néanmoins, là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que pour moi, le blocage vient des parlementaires. Là où je rejoins effectivement les propos de monsieur le député du Rassemblement national, on a l'impression que c'est une guerre d'ego, en fait, de l'extérieur, où sincèrement ça donne la même sphère qu'une cour de maternelle, où tout le monde se crie dessus, il n'y a aucune écoute, aucun respect, et votre mandat, et ce sont vos mots, vous visez l'intérêt général, et justement quand une mesure se veut d'intérêt général pour le bien-être de tous les Français, pourquoi faire une guerre politique en disant je ne supporte pas et ne vais pas dans ce sens-là parce que c'est mon opposant politique. Justement, pour moi, l'art de la politique, c'est l'écoute et être capable de reconnaître quand son opposant politique propose une mesure pour le bien-être de l'ensemble des Français, chose qui n'est plus possible. Donc le blocage n'est pas forcément des Français, mais la confiance de ces 26% du baromètre qui a été exprimé vient du fait qu'on ne croit plus dans la politique, dans l'art de la politique, puisque c'est l'art de se crier dessus, il n'y a plus d'écoute, donc vous ne vous écoutez pas ni entre vous, et du coup, l'expression des Français n'est pas écoutée. Alors Soprane avait attendu toute l'émission pour pouvoir vous parler, et du coup ce sera le mot de la fin parce qu'une heure ça passe très vite. Merci, en tout cas on s'était promis de se parler, de s'écouter, de se respecter. Est-ce qu'on a tenu la promesse? Oui ou non? Oui, ça va. On a entendu des colères, on a entendu des blessures, on a aussi entendu une envie de dialogue avec en fil rouge
le fait qu'une colère ne disparaît pas quand on l'enterre. Merci en tout cas d'être venus ce soir sur le plateau de Chavaux à Conte. Merci à tous les trois de vous y être prêtés. Merci à Anna, merci à Wally Bordas. Je rappelle la sortie de votre livre Palais Bourbier aux éditions Robert Laffont cette semaine. Lundi, rendez-vous avec Francis Letellier à 19h30 pour Lundi c'est politique. C'est Boris Vallaud qui sera l'invité de Francis lundi soir, chef du groupe socialiste à l'Assemblée. Je vous dis à mardi et je vous souhaite un excellent week-end.